Thank you for returning. And Marcello? Je pense que nous devons faire la discussion générale et après, nous allons. Je pense que Yves pourrait faire. Je n'ai pas de conclusion, mais quand même. Nous pouvons faire un peu de discussion générale. Nous n'avons fait la discussion générale finalement dès les soirs. Nous avons commencé, mais nous pouvons avoir des questions plus générales. Je voudrais peut-être en soulever une qui m'est venue à l'esprit à la suite du dernier exposé. Maybe I'll switch to English. I think that when we were looking at the prehistory of religions, we were mostly looking at what we could call the positive aspect of religion. We were talking about compassion, caring about the dead, a sense of marveling at the world, maybe the stars. But there are also negative aspects because religions divide societies. Usually in many societies, humans are... Maybe c'est meilleur si vous parlez français. Ah, oui, c'est la dernière communication, c'est en français. Ça c'est oui, mais j'ai compris. Oui, ça va? I thought it was better if we can have the general discussion to switch to English. Yeah. So, but it's also a question not just for the last speaker, but in fact for paleoanthropology. So religions tend to divide populations, even lead to war or to crusades against each other. And I was wondering if there was evidence for this sort of role in the sociological sense of religion in the past, in the prehistory, maybe massacring other people, or what can we say about that? Les dieux ne se partagent pas. You don't share your gods. Well, it depends, no? Je peux parler en français si vous voulez bien, mais je pense qu'on doit faire une distinction importante entre les monothéismes et les polythéismes à ce niveau-là. Effectivement, le Dieu unique ne se partage pas, c'est le vrai Dieu. Mais par contre, quand il y a j'allais dire une panoplie de dieux dans le ciel, comme à l'époque des Romains, eh bien, les conquêtes, comme vous le savez, apportaient leurs dieux. On en ajoutait simplement au Panthéon après avoir vérifié que ce n'était pas un doublon, mais sinon, ça n'a pas divisé vraiment. Ça n'empêche qu'il y a eu de la violence, mais ce n'était pas pour des raisons religieuses, pour autant que je le sache. Mais je ne comprends pas ta question. Ça n'apporte pas que la violence tout de même. Ça, c'est l'intolérance dont tu parles, mais ce n'est pas propre aux religions. Tous les systèmes idéologiques ont une intolérance, simplement de la différence. Je ne parle pas de la différence. Mais la religion, non, elle est rédemptrice, c'est-à-dire qu'elle apporte un salut. C'est ça le fondement de la religion, quoi. Donc du bonheur. C'est ça l'idée de... Je ne sais pas, je ne vois pas pourquoi tu ne verrais que cet aspect négatif. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait que cet aspect-là, mais il m'a semblé qu'on ne l'avait pas discuté. Ah, si c'était bien. Et qu'il existe quand même. Ah, oui, certainement. L'acquisition, ça n'a pas rien de sympathique. Bah, je suis entièrement d'accord qu'il y a ce schisme. C'est un mot qui a été créé par des religions. Il y avait le schisme entre l'orthodoxe et le catholique au début. Et ça continuait comme ça avec la Réformation. Il y avait des guerres terribles dans le nord d'Europe. Pendant 30 ans, c'était une guerre religieuse à cause... Irlande encore. Et parlons pas de tous les problèmes qu'on avait avec l'islam en ce moment. Alors, on ne peut pas nier ça. Donc, il proclame un Dieu. Je crois Allah est un Dieu. Il a non. Et il est considéré comme incompatible avec le Dieu chrétien. Et il donne le droit de tuer au nom d'un Dieu. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas nier. Et c'est quand même curieux. Et ça, c'est une de ces réalités sociales
une réalité métaphysique, on y croit, on est convaincu et on reçoit même des ordres d'un être qui ne parle pas. Ça, c'est quelque chose de remarquable. Je viens de lire un bouquin sur Charlie Hebdo, Le Lambeau. Et là, quand on lit ça, c'est la cruauté qui se manifeste dans les actions de ces néo-lunatiques, on peut les appeler des déviés, mais ils ont pris la justification de cruauté qu'ils exercent par le nom d'un Dieu. Ça, Mais ça, c'est une affaire humaine, hein, et pas divine, ce n'est pas religieuse. Hein. C'est évidemment, la religion est utilisée comme prétexte à une action violente et crapuleuse. Mais ce n'est pas la religion qui l'enseigne. Les croisades, c'était fait au nom de... On a dit que c'était l'obligation de récupérer Jérusalem. C'était fait par le pouvoir politique, hein, ce n'est pas par la religion. Oui. Mais il faut reconnaître, à mon avis, il faut reconnaître que les religions, ils sont des inventions humaines. Aussi, oui. La religiosité, non. Mais la religion, c'est une invention humaine. Et comme toute invention humaine, il est lié à la violence. C'est une institution. C'est une institution. Mais donc, je crois, Stanislas a eu un point. D'un côté, ça nous fait nous comporter comme des êtres compassionnés qui rendent pas la gifle qu'on reçoit. Presque toute notre morale et éthique est dérivée d'une religion, c'est la religion chrétienne qui nous imprègne ici dans l'attitude. Mais il y en a d'autres et ces religions se présentent comme quelque chose d'incompatible, paraît-il. Sinon, il n'y aurait pas de raison de commencer des croisades, des guerres, des missions, d'essayer de convaincre les autres que sa propre religion est la propre. Là, je vois un problème. Là. Oui. Sur deux aspects différents, si vous permettez. Il y a une métaphysique absolutiste dans une religion, bien sûr, puisqu'elle garantit le salut. Donc, fatalement, elle est exclusive. Oui. Mais dans son application, telle que vous l'évoquez, il s'agit des marchands génois et vénitiens qui cherchent à récupérer le commerce de la Méditerranée orientale. Et c'est comme ça qu'ils créent le concept de croisade, fondé sur la religion. Mais jamais la religion chrétienne n'a exigé qu'on ait délivré le tombeau du Christ. Il ne faut pas mélanger. Alors, il faut séparer la religiosité de l'Église et du quoi. Parce que si on lit le journal ces derniers jours, les choses qu'on avait sues maintenant en France, c'était quand même un archevêque de Lyon qui a dit que la loi de l'Église est supérieure à la loi civile. Alors, c'est quand même quelque chose. Est-ce qu'on parle de la religion ici, ou est-ce qu'on parle de 2 ou 3, à la rigueur 4 religions particulières qui ne sont qu'un tout petit détail parmi les centaines de religions qui existent dans le monde? On estime à peu près à 6700 le nombre de peuples différents vivant actuellement sur Terre, sans parler de tous ceux qui ont disparu, qu'on ne connaîtra jamais parce qu'ils n'ont jamais été documentés et dont on ne connaîtra jamais la religion, ce qui est un des problèmes de l'archéologie. Hein. Et est-ce qu'on parle donc de la religion en général? Donc à ce moment-là, nos propos devraient s'appliquer à tous ces peuples, ou est-ce qu'on parle de l'islam, de la chrétienté, etc. Je voudrais quand même rappeler aussi qu'il y a des religions sans Dieu et que le mot religion lui-même, religio, veut dire scrupule, et que par définition, avant le christianisme qui a changé le sens du mot, avoir religion, c'est avoir scrupule, et pour les Romains, c'est observer scrupuleusement les rites, peu importe la croyance. La religion, c'est la personne religieuse, c'est celle qui observe scrupuleusement les rites. Et il n'y a rien de pire pour les Romains anciens que de ne pas observer les rites.
croire ce qu'on veut, c'était pas très grave finalement. Et le Dieu des autres, on pouvait l'adopter effectivement sans problème, à condition de respecter scrupuleusement les rites religieux, ça veut dire scrupule. Alors, je voulais quand même rappeler ça. Il faut donc distinguer le fonctionnement religieux, qui effectivement suppose une supériorité de ceux qui la pratiquent par rapport à ceux qui ne la pratiquent pas. Ça, c'est le fonctionnement, puisqu'il est référentiel à un absolu. Il ne peut y avoir qu'un seul absolu. Et puis la contingence, c'est-à-dire les applications historiques, économiques, sociales, d'un prétexte religieux. Mais il ne faut pas se faire d'illusions. Hein. Toute idéologie fonctionne de la même manière. Le nazisme, le communisme ont utilisé des vérités, entre guillemets, que chacun devait appliquer telles quelles. Mais ça, c'est propre aux sociétés humaines. Ce n'est pas propre à la métaphysique, à la transcendance. C'est quand même deux mécanismes différents. Le contingence historique et il y a la fonction religieuse. C'est deux choses différentes. C'est bien d'élargir le sujet, mais je rappelle seulement que dans le titre, l'idée, c'était le sens religieux. Oui, bien sûr. Non, je ne pensais pas soulever autant de discussions, peut-être si, mais Francesco voudrait soulever une autre question. Well, first, I will speak in English in order for everybody to, before changing the subject, I asked permission to the chair because I said we are going further in this debate, probably we are going nowhere. So I thought, I mean, of course, it's not my role here to make a synthesis, but what I gather from the different presentation is a number of, let's say, words that are not always perfectly defined. And what is important is not just the definition, but also the, I would say, the chronological order and the casuality. So we talk about symbols, about myth, about religious sense, religiosity, language, prayer, spirituality, evolution, selection, epigenetics, brain plasticity. But not always people has established a clear link of casuality and influence between what we mean by this word. And in a sense, this is what should occupy here us, because we try to see how these different, so some of these are mentioned or discussed to explain a process, and some are presented to give a mechanism. But in fact, the process and mechanism are not the same. So the mechanism in sense drive the process. And perhaps the discussion should give us the opportunity to make a bit of order in these different domains. And I also had the impression that each of us has tackled the issue from a different perspective, giving more weight to one issue than another. In my case, I mean, I was very happy to learn from the last presentation that in fact the issue cannot be solved in any way. So in fact, as an archaeologist, I can retire and do sailing and other stuff, or just be interested in symbolic material culture. But I mean, I accept that what I do have perhaps nothing to do with the origin of religiosity. I mean, very happy to realize that. Well, but for example, I mean, Eve thinks that the production of the first tools already, in a sense, embody symbols in material culture. But of course, this is a debatable utterance. Not everybody would agree with that, but it's a starting point. And for example, Antoine gives a lot of weight to primary burial, the first primary burial. Well, about the primary burial, I agree, but at the same time, I'm a bit skeptical in the sense that the so-called Western societies give a lot of weight to primary burial. So we are, in a sense, biased in favor of primary burial because we are conditioned by our own culture. And this, in a sense, does not give enough weight to the variability of mortuary practices around the world. If you expose your cadaver outside, this will leave very little archaeological traces, but is as symbolic and perhaps even more symbolic than make a pit and put the body. So there are, in fact,
a huge variety, and there is no real reason for thinking that this variability was not present in the past. So I think it's an interesting step, but at the same time, I'm cautious at giving too much weight to primary burial compared to other mortuary practices that happened before. Just about this, that's not exactly the idea. The idea is to find some archaeological data. And for example, we have some cremation that are known in Southeast Asia that are only a few thousand years old. So the comparison is that, in fact, what we find are some primary burials. No, but that's of course because the only rely archaeological evidence. That's not giving a particular sense because of our region. We cannot find dead bodies left in the nature because they do not cross the time. So. So I want to sort of make a sort of round table of what it was said. Of course, I mean, I was totally conquered by our Lekelek colleagues and this wonderful demonstration of the myth, but the issue there is the religiosity before the first myth. So I also, to what extent the myths are linked to language. There's a causal or not causal relationship with language. And I think that the two presentations by Godelier and Descola were extremely interesting to show that in traditional societies, there is a casuality and a logic, which is perfectly clear, but has nothing to do with, I mean, not necessarily something to do with reality, but it works. So people can organize the world, and in this organization, religion and religiosity is a part of it. And it perfectly works, but we do not need to pretend that it is science. It's something different, but it's extremely important for traditional societies. And I think that. But the point, I think, with Godelier, the point with Godelier and Descola is, you say, it's nothing to do with reality. But I think in the last thing, or the last thought of Godelier, is the invariance reflects some reality. So reflects some reality. So the sure. Invariance, so which is Godelier was invariance, Marcel was talking universal. So that is expression of some reality that probably we cannot catch in something concrete. But so that is I think the real apport to. Even I would say more that for the people, this reality is even more important than the reality, because it's their reality is what they have created, the way in which they are organizing the world. And I think that your presentation were also going in the same sense, but giving more weight to education and the way cultural transmission and the limitation to understand the other. And the sort of interrogation on how this vision of the world is transmitted from one generation to another. So what are the mechanisms that lead to that transmission? Well, of course, your presentation done on the weight on the brain and the brain size. But at the end, the last slide on Homo florensis, in a sense, is at the same time a challenge to the old model, because we see that the people arrive there perhaps with a large brain, and these people have lost 1 kilo of brain. But when they arrived there, they were able, so they were able to produce already tools. So it's look as the, let's say, in a sense, the complexity. When I mean, hominin, like other mammals, arrive on an island, they are submitted to selective pressure that make it smaller. In Italy, we have hippopotamus in Sicily that have become of the size of a dog. So when hominids arrive in the island, they are submitted to pressure that make it, but still, because when they arrive there, they have some cultural adaptation. Apparently, this overwhelming process has not deprived them from some key. So it's something we have to explain. So it's a part. So I mean, the volume is not the whole story. In some situations, we have to envision the possibility that is the complexity and the connectivity. So which was your presentation. So how we build this unique connectivity that makes that we find the right balance between the volume
and the way in which the connections are made between the different parts of the brain. I think that was very, very illuminating. They have variants, also variants in fluorescence. They do have variants. Not only technology, but also signature. Burials. Well, Burials, okay. Yeah. I'm not a physician. I'm not a neurologist. And so this is a question really for Klaus, probably, who knows more about this. But there are people who are born with a half a brain, or people who have had a half a brain taken out if they have seizures. For example, I think sometimes the only way to cure that from happening is to take half of the brain out. So what is the duplicity of operations in the brain? Is it how small can a brain be and still be functional? And no one's asked this question about Flores. They've tried to say it was some kind of a small-brained creature that suffered from a microcephaly or some disease, but it's obvious from medical procedures that you can lose half of your brain and still be very functional. So these are really amazing, sometimes shocking examples of how little brain tissue apparently you can get by. But of course, that's only true if these accidents or these changes happen early in childhood. So then there's massive readaptation and also rewiring going on. So there are several known cases, I mean, cases you cited for surgery, epilepsy surgery. Yes. And if you talk to the surgeons, they will say, the earlier the better. Get me the patients as soon as you possibly can. Because then the natural reorganization can still work and can still happen. Cases of hydrocephalus where the ventricles are expanded to such a degree that the whole cortical tissue is just being pressed to the inside of the skull. And later on, when you image these subjects, which have close to normal intelligence, you shockingly look at a void inside of their skulls. There's nothing. But only in the cases where this happens very early, around the time of birth, there will be a reorganization. And I think it's poorly understood because you have very little systematic study of these cases. So it's very poorly understood what they can, what the mechanisms are by which they're functionally able. The point on the reduced volume or the massively reduced volume, I can't answer satisfactorily either, except that when we had this conversation before, I was thinking of the one example where we have a systematic comparison of larger and smaller volumes of brains, and that's between male and female sized brains. So due to the general relationship with body size, female brains are of course systematically smaller, but they do make up for it in terms of increased convolutions. So the folding is much increased so that the cortical sheet still expands to roughly the same size as that of the male brain. And of course, there are probably some connectivity reorganizations in line with that. And there's been a lot of speculation on that, whether such abilities such as multitasking benefit from it to the detriment of what males can do in most cases. I think that there are adaptations of various kinds, and the point to relocate them in the connectional space, I think is very well taken, except that in many of these cases, we don't have a good understanding yet how the reorganization really works and what connectional properties are preserved or not. I think another point is that as long as you have the cortical sheet at a sufficiently large size, you're going to be fine. And it just needs to be stuffed inside of the skull somehow, even if it's crinkled up and folded up and properly wired, that's fine. And that's a trend across the mammalian evolution. So we find that the cortical size is not increasing by thickness. There are obviously wiring constraints to do that. I mean, you could just think, why not have 10 millimeters of cortical tissue and you just double the number of neurons that are in there and you double your processing capacity maybe. That seems to be impossible. So you have only a minimal variation in cortical thickness, but you have a massive variation in cortical size in the lateral dimension, which then also leads to a consequence that it needed to be folded up in order to fit into the limited volume of the human skull due to constraints of the birth channel and so on. So lots of other biological problems which are not directly related to just the brain constraints. Yeah. I think we grossly underestimate the role of epigenetic specification after birth. This protracted maturation of the human brain is unique.
we are only fully wired by the age of 20, maybe some people say 25. And until that stage, the large majority of the intracortical connections, those which connect neurons in the cerebral cortex with each other, they start random, and then they get shaped by experience with the outer world, later on experience with the social world. And you talked about language acquisition, which has to happen early. There are critical periods. So much of what makes us human is this embedding in the social cultural environment created by humans of our times. And then if we have the substrate to adapt to it, apparently the cortical architecture, the connectomics, and the very late maturation, which allows, and it's a physical change. This is really amazing. You can see in the anatomy of this, of course, can't be done in humans because they are, you can't do a Kaspar-Hauser experiment on human babies, but you can do it in animals, and you can show that at the anatomical level, you can decipher what sort of experience this animal had when you manipulate it early on in the environment. And we have one single case study, was published in PNAS a couple of years ago. We inadvertently discovered a girl that had only one hemisphere. The rest of the skull was water. And it also lacked all the diencephalic structures of that hemisphere. So there was absolutely nothing of the telencephalon. Still, this girl had normal visual field, which is only possible if you have a rerouting of the optic nerves. And this is what happened. And the self-organization of the system is so strong that, the visual field is mapped topographically in the primary visual cortex. So one half field is there, and there's a nice correspondence between the retinal sites and the cortex. Now, this girl had a problem. It had to map both visual fields into the same hemisphere. And it did so successfully. And there was it just put a mirror symmetric representation of the visual field into one hemisphere rather than normally in two. This girl was perfectly normal. Nobody knew that she had this problem. And even on the motor side, when you get a stroke as an adult, you have a hemiparalysis. If a hemisphere is missing, nothing works on the other side. This girl was riding bicycles, was playing tennis, was perfectly okay. So even the efferent pathways had recrossed abnormally in order to take control of the system. So if you have a protracted developmental period, you can make up for enormous abnormalities, as long as you have the basic principles of wiring there, and as long as you have this protected chance to get instructed. And there are some few reports on Kaspar-Hauser experiments that nature made. And there you see how much what we consider as normal cognitive abilities depends on this early experience. If it's not there, you don't develop it. And so what makes us humans is not only have a big brain, but being raised in a social cultural environment that also contains religious priors. You get raised with it. Did we interrupt your list? I have a. No, Oh, okay. It was just a way to shake the building. Okay, good. You did. I mean, I feel I can keep going. But you are free to come in. I think what I'm going to say will be of interest to all of us, and philosophers and so on, is the fact that people are, and I don't know the details of this, I'm sure Klaus does, that there are people who are growing organoids, brain organoids in petri dishes. And they're getting spontaneous electrical activity. And these are things the size of a grain of rice. And they have, this is a researcher in San Diego, but I think it's probably happening also other places, where they take just skins from the cells from the skin and turn them into pluripotent cells, and they can create any organ of the body.
And they are now being able, now they can create very tiny little brains that have activity, electrical activity. And I read a popular article, so I don't know how much is true, but apparently they're able to use electrodes to get into that brain that's growing in the petri dish, and that can stimulate the movement of a robot. And this article I read just before coming here said that robot will move and has a sensor on it. And if it bumps into something, if it hits something, it will send a signal back to that petri dish, and it's learning. So the question, of course, is how do we determine if I mean, consciousness is a big word, but could this happen in a petri dish? And what are the social, moral, and scientific implications of growing a brain like that in almost a Frankenstein way? And because they think that by doing this, from what I understand, they can learn a great deal about the early stages of brain growth that may be useful for understanding disease or neurodiseases and ultimately therapy. But it seems to me that this is quite a boundary to have crossed, to be able to not only have these grow in a petri dish, but to have the electrical activity and to actually be able to capture that. So I'd love your It just so happens that Klaus and myself, we are in a working group of the German Academy of Sciences examining the ethical consequences of brain organoids. So, yes, I think our consensus for the moment is don't worry in the moment. Consciousness is far away, but watch the field. What makes it particularly interesting is that it is cells from humans. And you can use from a schizophrenic patient, for example, epithelial cells that have the unique genetic mix that a schizophrenic patient has. This is what makes it so interesting. And then you can look at early stages of brain development in the dish and see whether there is something different from an organoid that is derived from a healthy person and a schizophrenic person. Because there's a gene mix. Schizophrenia is not dependent on a single gene, but there are about 150 or 200 identified snippets that are different. And so it seems to be this particular mix of genetic aberrants that make you give a disposition for the disease. So it becomes interesting because there's a developmental aspect in it to see what exactly does it do. And so you generate early steps of embryonic development, brain development with a stem cell that has the genetic mix of a schizophrenic patient. So there are two ethical issues. One is this tissue derives from a human. So what is the question of property, and does he have some right or something to say about the future of this organoid? That's one thing. And the other is whether it's a sentient being, whether it can sense pain or has a self-awareness. The latter seems to be fairly excluded for quite some time because it's a ball of neurons that does something. And neurons are spontaneously active, and the mechanisms of synaptic plasticity are, of course, implemented. They are there because they have all the machinery at the synapses that learn according to correlation rules. So no surprise that if you stimulate this thing electrically with feedback signals of this robot, it will change the synaptic rates and connectivity. So this is all is a bit trivial. What is interesting, there are co-cultures now, where you take a culture that produces an eye. Yeah. If the organizer is there, it produces an eye, a retina with light-sensitive cells. Then you can also co-culture it with a piece of thalamus, which is the first relay from the eye to the cortex. And you co-culture it with a piece of cortex. And the fibers will grow out, make connections, and then you record visual responses from the cortex of an organoid. Thank you.
Organoids are absolutely fascinating, but I think they're getting us a little bit away from the sense of religion. So Marcello would like to say. No, I would, maybe you agree with me, but for me, one thing that we can conclude is that the human being happen is not is a product of the human being, but is something that can, and we try to interpret this fact, this event, and we can make like we have a construction of build. It's not a construction, it's something that happened in the nature, and it's a reality different of the other things. Of course, begin to be a very little difference, but in the end, are right to have a real difference. And it's the difference of the things that are the product of the human being. It's not just this. So also with the artificial intelligence is another thing. The artificial intelligence is one thing that is constructed by the humans, but maybe more capability to make calculation and other things. But I don't think that have a soul, for example. And this is another thing, that the brain is not all in the human being. The brain is a very important part, but there are other things. We call this soul, we call this mind, we can consciousness, we can, maybe the brain itself can explain what is the brain. So this is the question. The brain can explain itself what is the brain. We need other things. We need philosophy, we need many other things to explain what is the brain. But of course, some experience that we have about the brain could be more open to other explanation than the other. For this, I think that we can have two approaches. An approach more the experience and external, we can say, another approach more the auto-reflection. And very complicated, but it's the philosophy that we try to do this with some help of the theology. So, but really, for me, one conclusion is that the human being is something that happened. we say created by God, or we say other things, but come by the heavens, we don't know. I think come for the heaven, but we can say it's not a product of the other things. It's happened, yes, maybe come from the animals, but in some moment, but it's not a product of the self-man. So I think this is an important distinction between the things that are in nature and the things that the human being can do. Of course, there are after in the history and dialectic between the activity of the man and the brain to develop, and of course the culture. But in the end, it's something that happened. I don't know if you agree about this. Not too much. Not too much, no. I would go more along what Wolf was saying, which was to try to build a natural history for the emergence of humans and for the emergence of the ideas that humans have. No, I know that. So I think most scientists would say that there has been an evolution. So yes, it happened, but it happened because there have been selections of successive progresses, I would say, in the adaptation to the environment, perhaps adaptation of the ideas as well. But certainly there is cultural evolution as much as biological evolution when it comes to humans, and very strong dependence on what we can think on the structure of the brain. That is very clear, you know. It's perhaps something that we have not discussed enough. So, for example, you think that, now this for me is important, that we change the nature of the human being in the evolution. Yes, I think this is what Eve would say as well. No? Well, we have the evolution of the same thing. I understand that you say that it's the same family, human family.
It's not other thing that is not human. That is the question. But it changes. Well, change it, yes, but change it in the develop of the same thing. As change a little boy of J'avais demandé la parole. Ah, pardon. Non, Ouais, attends. peut-être reprendre. Non, mais attends, j'avais demandé la parole. Excuse-moi, j'ai pas Et justement, Fernando. ça allait dans les sens, justement, parce que ce qui se passe, d'après ce que j'ai retenu des différentes communications, excuse me, about different communications. So what I can retain is that, of course, the biological nature of human is changing through time. But for Sánchez-Sorondo, there is a reality, which is the soul. The soul is not changing through time. So what is the corresponding in biologic aspect, this soul? Probably is the symbolic. So after UDN and the other presentation, the symbolic is the more distinguished to modern humans. But the question is, when this symbolic thing appear in human evolution. So we can put this in relationship with the soul or not. This is an open question. And this symbolic is represented by a flake, probably after Coutances. The first tool instrument is expression of the soul or some humanity. For other people, not at all. We need more complex capacities. So I think the difference is there. So for many aspects, is the biology is a gradual change even in many aspects, language or many other things. We talk about probably some rituality in chimp. So probably it's not a very clear step between limits in this aspect. But for Sánchez-Sorondo, the very clear limit is soul or not soul. So I think that was the point I retained, and we cannot be in agreement, we all about that. But well, this is discussion. Alors, si tu me permets, je voudrais bien reprendre un peu le propos de Marcello. Il y a, comme il dit, l'humanité arrive. Donc, ce n'est pas notre faute, elle arrive, elle est là, et on doit la comprendre. C'est notre job, c'est notre champ d'étude. Mais une fois qu'elle est là, nous avons toute la possibilité de la comprendre. Et j'ajouterais même que nous avons le devoir de la comprendre. Et donc d'y injecter de la conscience. On se rend compte que l'humanité est faite par la conscience. Et donc on peut d'ailleurs inférer que la bipédie, avec la tête qui tient debout au-dessus comme un bilboquet, développe la capacité crânienne, donc suscite l'enclenchement de la conscience, simplement par une action mécanique. Donc à partir du moment où on introduit une humanité qui se regarde soi-même, qui se regarde elle-même, elle est tenue d'expliquer son comportement, donc de justifier. Et à ce moment-là, on ne peut plus dire que l'humanité existe. Non, l'humanité assume sa responsabilité désormais de son destin. Et elle l'assume via des justifications qui peuvent être morales, qui peuvent être religieuses, qui peuvent être scientifiques, mais ce sont toujours des réalisations, des justifications que nous créons nous-mêmes grâce à la conscience et par la conscience, en même temps que pour guider cette conscience. Donc, c'est vrai que l'humanité existe, mais désormais, son destin est entre nos mains et entre notre pensée en particulier. Oui, je suis scientifique, comme vous savez. C'est-à-dire que je constate, comme tous mes collègues, l'histoire de l'univers. On ne sait pas pourquoi il est là, mais à partir de 14 milliards d'années, nous racontent les astronomes. Et puis l'histoire du système solaire, puis l'histoire de la Terre, puis l'histoire de la vie depuis 4 milliards d'années. Et puis cette transformation de la vie que dont le paléontologue prend conscience a posteriori, puisque toute l'histoire de la vie est une histoire au hasard. Un être vivant le premier être vivant est bien installé dans son milieu, et puis le milieu change.
Donc, il n'est plus bien installé du tout. Et puis, des mutations apparaissent, et puis il y en a une qui, par hasard, correspond mieux à la situation nouvelle, et c'est celle-là qui, petit à petit, va prévaloir, et ainsi de suite. Et tout ça jusqu'à aujourd'hui. Donc, si on était là-bas il y a 4 milliards d'années, on n'aurait rien pu prévoir. Aujourd'hui, moi, paléontologue, 4 milliards d'années après, je raconte une histoire que je vois se développer. Mais ça n'a pas d'importance, ça. Mais il se trouve que cette histoire-là, en effet, passe par un monde vivant qui, petit à petit, c'est pas vrai, enfin, dans tout, se développe dans toutes les directions, et qui se développe notamment en ce qui nous concerne, dans la direction de l'évolution des primates et finalement des hominidés, finalement de l'homme. Et à ce moment-là, on est en effet dans un monde particulier, puisqu'avec l'homme apparaît cette liberté et cette responsabilité de cette liberté. Et comme dit à juste titre l'ami Marcel, cette responsabilité nous est propre et on a notre destin sur les bras. Désormais, on a notre destin sur les bras. Donc, c'est quand même une drôle d'histoire. Mais ceci étant dit, le sens religieux peut être là tout à fait. Ça n'a pas d'importance. Il n'y a pas du tout de gêne, enfin, en tout cas pour moi, entre le fait que notre origine et notre développement soient naturels et que sur ce naturel, à partir d'un certain moment, apparaît le surnaturel. J'ai bien aimé le discours de Marie qui disait que le surnaturel était finalement un effet, un produit de la sélection naturelle. Alors là, il est évident que depuis les ruines, les choses ont évolué et qu'on sait un petit peu plus de choses sur le phénomène de l'évolution, mais il n'empêche que la colonne vertébrale, c'est le cas de le dire pour des vertébrés, c'est véritablement la sélection naturelle. Alors la sélection naturelle, c'est par excellence du hasard à tous les coups. C'est peut-être ça. C'est pour ça que c'est très confortable pour un paléontologue. Quand on nous dit à nous, paléontologues, quel est l'avenir, on dit on ne peut pas savoir l'avenir puisque c'est circonstanciel. L'avenir, c'est fonction des événements, c'est fonction des circonstances, et l'avenir, on ne peut pas le prévoir, sauf le fait que, là, Marcel va venir à mon secours sûrement, que depuis que l'homme est homme, il a fabriqué sa culture, et que la culture, désormais, mène un petit peu le monde, en ce sens qu'elle répond plus vite aux circonstances de l'environnement que la nature. Et c'est en ce sens qu'on est un petit peu responsable de notre histoire. Mais ceci dit, comme disait le chancelier, la liberté pour l'humanité, je n'ose plus dire ça, pour les hominidés, je préfère ça, la liberté est essentielle. Et il n'y a pas de liberté sans responsabilité. C'est en ce sens que, vous savez bien, il y a toutes les quiproquos à l'heure actuelle et les problèmes à l'heure actuelle où on pense liberté merveilleusement, largement, généreusement. On oublie complètement, enfin, c'est pas vrai, on oublie souvent la responsabilité, y compris la responsabilité de sa liberté. Je ne citerai pas d'exemple, mais il y en a eu de très récents qui sont tout à fait désagréables. Non, Dan comprend très bien le français. Dan, I mean that I am like you, a scientist, and I believe at natural selection. Mais nous ne sommes plus dans un processus de sélection naturelle, hein, nous sommes dans un processus de sélection culturelle. Et par conséquent, nous devons, comme tu dis, assumer notre responsabilité. C'est ce que j'annonçais. Je savais bien qu'il allait prendre la parole. Oui, c'est ça le drame en fait, c'est qu'on me semble, et à partir d'un certain moment, on pourrait discuter de ce moment, eh bien la biologie, l'anatomie se trouve inféodée à notre culture, à notre manière de vivre, à donc ce qui est immatériel et qui est
conçue par la pensée. Et donc la biologie, l'anatomie suit péniblement l'évolution qui, elle, est devenue immatérielle, est devenue exclusivement conceptuelle. Ça, c'est le propre de la culture. Je ne dis pas que l'anatomie a cessé d'évoluer, mais quand même, elle est à la traîne par rapport à notre mode d'existence qui, lui, n'est dû qu'à notre conception de notre situation. C'est pour ça que c'est très grave, c'est très important. On ne peut pas se défaire, on ne peut pas se démettre de notre responsabilité, désormais, à partir du moment où on sait, on la connaît, on sait que nous avons notre destin en main. Et si on la connaît, c'est précisément parce que notre anatomie a permis le développement de la conscience. Et une fois que cette conscience est développée, telle qu'elle est aujourd'hui, elle se débarrasse, elle se démet de sa fonction naturelle et elle devient libre et donc responsable, en effet. Et je pense que là, notre conscience, notre intelligence, notre philosophie, il ne faut pas oublier non plus les idéologies, l'emprise des idéologies, nous trace une voie que l'on doit choisir parmi de nombreuses autres. Et ce sont celles-là que notre lucidité doit définir, en même temps bâtir. Ça c'est tout à fait une situation, à mon avis, tout à fait différente dans l'évolution paléontologique de toute forme de vie. C'est désormais, disons, ces quelques 50 dernières années, c'est l'animal lui-même que nous sommes qui définit son destin. Et donc, ça nous met effectivement dans une responsabilité terrible et on ne peut pas la nier. Il n'y a pas d'autre force qui nous guidera. Elle est toute entièrement entre nos mains parce que la culture a pris le dessus sur la biologie. Voilà ce que pour le moment. Vous voulez m'entendre parler. Ouais. Je désire remercier Monseigneur Sant'Estorondo, le professeur Coppens et tous les collègues pour ces séminaires, ces rencontres qui a été très intéressant. Je pense que chacun pourra tirer ses conclusions sur des sujets de ce séminaire sur la base des réflexions qu'on a développées. N'est pas prévu, il me semble, un document conclusif. Non. Oui, c'est la tradition. Est prévu. Oui, je ne sais pas. Parler. Ben, quelques réflexions personnelles, j'aime vous donner. Les sens religieux a ses racines dans la pensée et donc sur l'attitude symbolique de l'homme, comme nous avons rappelé plusieurs fois. Symbole est tout ce qui donne à penser. On rattache les sens religieux aux hiérophanies et ensuite aux théophanies. Mais je pense que les sens religieux, avant qu'aux hiérophanies et aux théophanies, se rattachent, se lient à un besoin de l'homme. Besoin de vivre et survivre. Je rappelle Sant'Agostino qui disait fecisti non te et cor nostrum inquietum est donec requiescat in te, non? Vous avez nous fait pour vous et notre cœur est toujours en recherche de vous. À peu près cette citation è così, no? Circa. Ecco, ces besoins se lient à ces besoins se lient les essences religieuses qui n'est pas créée par l'homme ou la société, mais correspondent à une exigence intérieure de l'homme. Reconnaître les sacrés ou quelque chose de supérieur ou l'au-delà, c'est-à-dire une survivance, sont dans l'expérience de l'homme.
Si les religions font partie de l'histoire et peuvent changer, comme on a rappelé hier quelqu'un, les sens religieux répondent à un besoin de l'homme de tous les temps. Et je pense que cette distinction entre religion et sens religieux est importante pour comprendre l'homme. Merci. I want to say something about evolution. I think it's clear that it's very incredible evolution, especially in the last 20,000 years. That is my problem. My problem is the same the human being, Lucy and us. What is this incredible evolution only in the 1% of the history, 1%. 30,000 years are 1% of 3 million. No? So this is a really problematic thing. But we have, this is a fact that they are evolution. But we don't know, we don't have a new species. Also, the genetic code is the same, no? The Homo sapiens. So that is clear that also, for the point of view of biology, we are the same. But there's evolution, but this evolution, the analogy could be between the child and the man analogy. So I think this is a that we can have for this reflection about our ancestors. And for me, it's very important to consider that human beings is not a product of the human beings. It's other thing. It's a fact that we can make a perfection for the virtue, for other things, for reflection, for the responsibility, but not can change the nature of the human being. Maybe we can, in the future, we can change, but it's another thing. Maybe, we don't know. This is another question of the transhumanism, I don't know. And the project of the transhumanism of self-made man, but I don't know what could be. Anyway, it's not the date that came from our meeting. We can say that human beings happen. It's a product of evolution, or random or not random. You say sometimes that the random is so much perfect to see random, no? So something. But this, for me, is very important conclusion. Of course, I agree with the thing that our hope is that this side that has just the first man is present today. So this very deeply desire of God is our hope. Oui, ben, il y a beaucoup de choses à dire, bien sûr. Comme je l'ai dit un petit peu hier, le sens religieux, puisque c'est le sujet, est inhérent au cerveau humain. On a entendu aujourd'hui toutes ces fantastiques descriptions du cerveau qu'on connaît de mieux en mieux, ce qui veut dire que l'humain est religieux. Et même si on ne le veut pas, l'humain est religieux. Alors moi, si j'ai à conclure, je voudrais, à ma manière, vous raconter trois histoires. La première, j'ai été invité un jour au rendez-vous de l'archevêque de Paris. Et l'archevêque de Paris était Monseigneur Lustiger. Et à Monseigneur Lustiger, j'ai raconté toute l'histoire que j'ai évoquée tout à l'heure, c'est-à-dire ce que je savais de l'histoire de l'univers, ce que je savais de l'histoire du système solaire, ce que je savais mieux de l'histoire de la vie, et puis ce que je savais encore un petit peu mieux de l'histoire de l'homme.
Et il m'a dit quelle serait votre conclusion. Et je lui ai dit, Monseigneur, plus les choses s'expliqueront naturellement, mieux ça vaudra pour le surnaturel. Et il m'a dit, vous allez fort. Et ce qui est, enfin, regardez-moi bien, ce qui est amusant, c'est que très peu de temps après, il y a eu une leçon inaugurale au Collège de France. Monseigneur Lustiger était là. Je vais le saluer. Je lui dis, je me présente. Je ne sais pas si vous me reconnaissez. Il m'a fait, oh là oui. Rien que de faire ça signifiait que le souvenir était un peu vif. Ma deuxième histoire, ce sera un clin d'œil à Marie qui a parlé de l'anxiété. Et du coup, je reprends la très jolie phrase de Godelier que j'utilise souvent, Maurice Godelier qui a dit hier, enfin il est ethnologue, dans aucune société, la mort n'est la fin de la vie. Et ça, c'est évidemment très important et c'est évidemment très lié à cet esprit religieux qui nous habite et qui nous anime. Et la dernière histoire, ce sera un clin d'œil à Monseigneur Marcello Sanchez Sorano, un clin d'œil aussi à Dan Johnson, qui est le premier à avoir rencontré Lucie, c'est quand même quelque chose, puisqu'on a parlé de Lucie tout à l'heure. Et ma petite histoire, c'est cette fois-là une rencontre avec un grand musicien, Arthur Rubinstein. Il se trouve que je rencontre dans une soirée Arthur Rubinstein. Je suis présenté à ce grand monsieur et il me dit très aimablement que ce que vous faites dans l'existence, enfin quelque chose comme ça, que ce que vous faites dans la vie. Et je lui dis, je travaille sur l'origine de l'homme. Et ce qui a été fantastique, c'est qu'il m'a regardé, il m'a dit, oh, l'origine de l'âme. Et ça sera ma conclusion. L'homme, c'est l'âme. Et je travaille en fait sur l'origine de l'âme. Oui. Je voudrais dire un petit mot de conclusion, si vous permettez. Je voudrais d'abord vous remercier, puisque là, je ne suis qu'un des speakers. Vous remercier très chaleureusement aussi bien le président que Yves Coppens, et ajouter que dans le champ de nos considérations, nous avons souvent oublié ce qui est peut-être le principal de l'humanité, c'est le champ émotionnel qui, par exemple, nous rassemble ici très amicalement. On sent passer la chaleur de l'émotion, la chaleur esthétique, je voudrais dire, pour la présentation des peintures à l'huile qui sont là, les voûtes décorées, tout ça crée une atmosphère esthétique, en même temps que des sentiments d'amour qui peuvent nous traverser, d'amour, d'amitié et de beauté. Je pense que c'est ça le propre de l'humanité. C'est peut-être ça d'ailleurs qui nous détermine le plus, puisque ça joue sur l'inconscient, et c'est ce qui nous attire, par exemple, autour de cette table, et qui nous invite à vous remercier de cette excellente organisation. Merci. Oh, c'est nous qui remercions. En sens religieux, nous sommes Saint-Pierre ici, très près, l'apôtre est venu à Rome, la tombe, c'est ici, une espérance de la vision de tous, hein, le paradis. C'est joli ce qu'a dit le pape Benoît ce jour. Il est mort une amie, un trappiste, et alors il a dit qu'il est mort. Il a dit, oh, c'est mes plus grands amis. Et alors je pense qu'il est plein de félicité avec tous les amis, et j'espère aller près avec oui. Merci, un grand merci pour votre participation. Pour moi, c'est une des plus beaux rencontres que nous avons eues. C'est dans 22 années que je suis chancelier de cette académie. Vraiment, je suis bien content. Hein, et pour être plus important que les choses que nous avons faites. Merci, grand merci pour toute la participation de tout ça. La discussion.